Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du To Doom, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter To Doom, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et cette semaine, on s'intéresse au documentaire consacré aux faits divers. C'est un genre très développé sur Netflix qui en propose encore un depuis le 10 février, La disparue du Cecil Hotel. Mon invitée, Jade Olivier, les regarde tous. Elle en avait même fait le sujet de l'un de ses papiers à la fac. Salut Jade. Hello. En fin d'émission, nous recevrons le chanteur Jérémy Frérot qui nous dévoilera son coup de cœur sur Netflix. Si vous êtes amateur de faits divers, vous allez très certainement remarquer ce nouveau documentaire sur Netflix, La disparue du Cecil Hotel. Il s'agit de la première saison d'une nouvelle série documentaire qui s'intéresse à des lieux célèbres liés à des crimes. Ici, le Cecil Hotel, en l'occurrence, qui se situe dans le centre-ville de Los Angeles. La jeune Elisa Lam y séjournait lorsqu'elle a disparu en 2013. Alors Jade, toi qui te passionnes pour ce genre de crime, est-ce que tu nous conseilles de regarder La disparue du Cecil Hotel ? Absolument. Pour moi, c'est vraiment un de mes derniers coups de cœur sur Netflix. C'est très court, ça dure que 4 épisodes et on en prend plein les yeux, quoi. Enfin, ça s'arrête jamais. À chaque épisode, on a juste envie d'embrayer sur le suivant. Et c'est assez flippant aussi, il faut le dire, surtout le premier épisode, parce qu'il y a plein de légendes urbaines qui traînent autour de ce Cecil Hotel. Et justement, les réalisateurs ont bien appuyé là-dessus. Est-ce que la mort de Elisa Lam est surnaturelle ou pas ? Concrètement, qu'est-ce qu'on voit dans ce documentaire ? Comment est-ce qu'ils ont pris un parti pris particulier ? C'est juste l'enquête sur cette disparition ou est-ce qu'on voit d'autres choses également ? Alors, il y a à la fois l'enquête avec le point de vue de la police et des journalistes, et il y a aussi toute la partie un peu amateur avec des fans de true crimes, des détectives amateurs sur Internet. Et donc il y a ces deux points de vue qui s'affrontent avec la version officielle et la version un peu complotiste, on va dire, sur cette mort. Je vous spoile pas, mais il y a beaucoup de rebondissements par rapport à ça. Qu'est-ce que tu aimes, toi, Jade, dans ce genre-là, les faits divers ? Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement ? Moi, c'est toujours essayer de comprendre, en fait, les origines de ce fait divers, en fait, ou du mal, on va dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de monde sur la planète, en fait, qui se passionne pour ces faits divers aussi, avec toujours la figure de proue du tueur, voire du serial killer. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de chercheurs qui font des études pour savoir, pour connaître ses origines, en fait, et on sait toujours pas d'où ça vient. Même s'il y a des facteurs qui peuvent pousser quelqu'un à devenir serial killer ou tueur, on va dire, on sait pas vraiment, en fait. Il n'y a pas de liste prédéfinie. Et alors ces documentaires, je pense à La disparue du Cecil Hotel notamment, tu nous dis que dès le premier épisode, on accroche avec cette histoire. Finalement, c'est des documentaires, c'est des histoires vraies, mais on a l'impression que ça suit quasiment comme des séries de fiction, non ? Oui, c'est ça. Il y a tout d'abord des cliffhangers qui donnent envie de continuer la série. Il y a aussi des flashbacks, des nouveaux témoignages, etc. Parfois qui sont faux, donc on retourne après dessus, etc. Et en fait, on a envie de tout regarder pour savoir vraiment point à point ce qui était vrai ou pas. C'est quasiment devenu l'une des spécialités de Netflix. Il y en a énormément qui sont disponibles sur la plateforme. Qu'est-ce que tu conseilles aux auditeurs qui, comme toi, aiment ce genre de programme ? Alors, tout d'abord, je conseille The Keepers, qui est sorti il y a quelques années. Ça revient sur la mort d'une jeune institutrice et bonne sœur en 1969. Et c'est un peu Spotlight avant Spotlight. D'ailleurs, un des protagonistes de la série doc dit ça, carrément, utilise cette expression. Ça parle... Spotlight, c'était un film qui parlait des abus sexuels au sein de l'église, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. C'est un film qui a été oscarisé. C'était toute une équipe de journalistes qui a enquêté sur des crimes sexuels dans l'église. Et là, c'est un peu pareil. En fait, c'est un institut religieux, un institut scolaire, établissement scolaire religieux, et cette jeune institutrice est retrouvée assassinée. L'affaire n'a toujours pas été résolue d'ailleurs aujourd'hui. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait tout le contexte, les mœurs en fait autour de cette affaire, où de jeunes étudiantes collégiennes et lycéennes ont mentionné des abus sexuels de la part d'hommes de cet établissement. Et elle se serait plainte ou confiée plutôt auprès de cette institutrice, qui aurait ensuite été liquidée, on va dire. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça montre tout le tabou autour cette omerta en fait autour des crimes sexuels dans les établissements religieux ou dans les milieux religieux en général.
Et on peut retrouver encore ça aujourd'hui, notamment avec des films comme Grâce à Dieu, etc., qui ont abordé également ce sujet. Et c'est aussi, cette série doc montre aussi toute la misogynie qu'il y avait à l'époque et qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Les victimes sont des menteuses dans tous les cas, que ce soit aussi bien au sujet des crimes dont elles auraient été victimes ou par rapport à leurs troubles en fait ensuite dans leur vie. Par exemple, le post-stress traumatique, ça n'existe pas, quoi. Il y a quelque chose de particulier en termes de forme dans cette série The Keepers ? En fait, le premier épisode commence vraiment comme un récit de faits divers, on va dire. Et alors, par contre, le deuxième épisode, ouvrez les vannes et prenez des mouchoirs. Il y a de nombreux témoignages en fait de victimes de l'époque. Et on entre vraiment plus dans le côté humain et dramatique. Le deuxième documentaire de ta sélection s'intéresse à une affaire qui était très connue en Angleterre et c'est un documentaire qui est sorti assez récemment sur Netflix. Oui, c'est L'éventreur du Yorkshire qui se situe au milieu des années 70. Alors là, bonjour le machisme et bonjour le sexisme. Je vous explique. En fait, c'est un tueur en série qui s'attaque à des femmes. Le problème, c'est que parmi ces victimes, il y a une prostituée. Et du coup, que vont faire les enquêteurs et les policiers ? Et comme une des femmes était une prostituée, toutes les victimes sont des prostituées. Donc, ils vont pas du tout chercher à connaître vraiment leur métier ou autre. Elles ont été tuées dans un parc ou dans une rue ou dans un quartier chaud. Et c'était leur faute en fait. Et les choses changent uniquement à partir du moment où une des victimes est une étudiante, une fille on va dire de bonne famille et de bon quartier. Et l'histoire l'enquête prend un tout autre tournant. Et alors là, ce qu'on suit dans cette série doc, du coup, c'est quoi ? C'est l'enquête en elle-même ? Ouais, c'est l'enquête en elle-même avec beaucoup de témoignages de policiers de l'époque qui reconnaissent tout à fait qu'il y a eu des gros soucis de machisme et de sexisme en fait, et que l'enquête n'a pas été bien menée dans les premières années en tout cas. Et c'est une affaire qui a depuis été résolue ? Oui, elle a été résolue, la personne a été arrêtée. Mais c'est monsieur tout le monde, quoi. Après l'Angleterre des années 70, place, je crois, à l'Italie des années 80 dans ton prochain documentaire. Oui, ça s'appelle Sampa, ça se passe en Italie, près de Naples. Et San Patrignano, en fait, c'est un refuge pour toxicomanes qui est créé dans les années 80 par Vincenzo Muccioli. Il faut savoir qu'à l'époque, les toxicomanes ne sont pas du tout pris en charge par le gouvernement, ne sont pas du tout aidés ni accompagnés. Et les familles et les malades voient la création de ce refuge comme un geste divin, quoi, on va dire. Le gros souci, c'est que tout n'est pas rose sur place et il y a très vite des cas de maltraitance, même un meurtre maquillé et des cas de suicide. Donc dans ce doc, c'est très intéressant de voir déjà le contexte de l'époque où les toxicomanes sont juste des persona non grata, alors que c'était tout simplement la jeunesse en fait. Énormément de jeunes de 17-20 ans à l'époque. Et c'est également intéressant de voir que les malades du sida, dont beaucoup sont toxicomanes, sont eux aussi mis de côté et pas du tout accompagnés par le gouvernement. Et Vincenzo Muccioli va les accueillir sur place. Donc en fait, c'est vraiment un peu... on peut se questionner sur la morale, en fait. C'est un État qui aide pas, mais est-ce que, du coup, à l'intérieur de ce refuge, on peut faire régner sa propre loi ? Les documentaires précédents s'intéressaient plutôt à un fait divers en particulier. Là, c'est plutôt quelque chose de plus sociétal, même s'il y a aussi en fond des affaires, effectivement, de violence, une affaire de meurtre. Oui, c'est vraiment sociétal. C'est montrer comment toute cette jeunesse a pu être touchée par la drogue, a pu vouloir s'en sortir, a parfois raté aussi, tout simplement. Et ça s'intéresse également au personnage de Vincenzo Muccioli, qui était vraiment la figure de proue de ce refuge, qui était un peu le messie, quoi, pour toutes ces personnes malades et leurs parents qui n'en pouvaient plus. Et en fait, il y a une grande absente dans ce doc, c'est l'homosexualité. Parce qu'on parle de refuges, de milliers de personnes ensemble, de dortoirs séparés pour les hommes et les femmes. Par contre, ça vient jamais à l'esprit des gens sur place qu'il puisse y avoir des couples homosexuels ou des romances homosexuelles. Et en fait, on comprend mieux tout ça dans les derniers instants de la série, où on apprend que Vincenzo Muccioli serait mort du sida après avoir entretenu une relation amoureuse avec l'un des pensionnaires de San Patrignano.
Donc ça montre tout le tabou autour de la drogue, du sida et également de l'homosexualité. Et d'ailleurs, beaucoup de protagonistes de la série refusent de prononcer la cause de la mort de Vincenzo Muccioli dans le doc. Alors le dernier programme dont tu voulais nous parler, là on revient plus aux faits divers à proprement parler. Il a beaucoup fait parler en 2020 et surtout il a une forme assez particulière. Oui, alors là c'est un film doc, L'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale. J'ai adoré. En fait, pour la forme, c'est un film classique, on va dire, ça dure une petite heure. Par contre, il n'y a aucune voix off, aucun présentateur. En fait, tous les récits, tout est raconté à partir d'images de la famille. Donc, que ce soit des photos, des SMS, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux. Ça démarre à partir de la disparition d'une mère de famille et de ses 2 enfants jusqu'à la découverte de leur corps. Et en fait, ce que ça montre, c'est tout simplement qu'elle était accro aux réseaux sociaux, puisque on peut apprendre une de ses grossesses grâce à une vidéo qu'elle a faite, le fait que ça se passe pas très bien, etc. Tout est raconté en fait dans des messages qu'elle envoie, ses crises conjugales, etc. Et ça montre également que le tueur, qui était son mari en fait, a essayé de manipuler un peu aussi toutes les preuves et toute la trame, toute cette enquête en fait grâce aux réseaux sociaux aussi ou à la technologie. Donc par exemple, il avait envoyé des faux SMS, etc. Le seul souci, c'est que là, on n'est plus dans les années 70 ni 80. Donc la police a énormément de moyens pour enquêter et on retrouve tout en fait sur Internet. Donc on va retrouver des photos de lui avec sa maîtresse. On va retrouver ses coordonnées GPS, etc. Et évidemment, il se fait prendre, quoi. Moi, il y a une question qui me taraude en t'écoutant parler de tout ça. Moi qui regarde pas du tout ce genre de doc. Tu fais jamais des nuits blanches ou des cauchemars en regardant tout ça? Non, pas du tout. Non, en fait, je pense que c'est toujours ce côté essayer de comprendre, essayer de voir les rouages un peu d'un cerveau, etc. Mais non. Après, là, j'ai parlé de 5 programmes qui me plaisent énormément. Il y en a certains que je vous conseille pas parce qu'ils sont vraiment, vraiment très durs. Et pour le coup, j'en ai pas fait des cauchemars, mais c'était pas très agréable à regarder. En tout cas, voilà qui devrait occuper tous ceux qui se sentent une âme d'enquêteur ou qui, comme toi, sont fascinés par ce que les faits divers montrent de notre société et de l'humain. Si c'est votre cas, comme Jade, pour résumer, nous vous conseillons donc de vous pencher sur la nouveauté du mois, La disparue du Cecil Hotel, puis de regarder The Keepers, L'éventreur du Yorkshire, Sanpan, et pour finir, L'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale. Merci beaucoup, Jade. Merci, Laurence. Place maintenant à notre invité de la semaine, le chanteur Jérémy Frérot sort son 2e album solo Meilleure Vie, mais entre 2 chansons, il a eu le temps de nous dévoiler son coup de cœur sur Netflix. C'est un style de programme que j'aime, c'est quand on arrive à rentrer quand on nous donne l'impression de rentrer dans l'intimité de quelque chose de vrai. Il y a une série qui est sortie, la Formula One. Je ne m'intéressais pas du tout à la Formule 1. Et de voir cette série-là, où on te fait rentrer dans toutes les équipes, de toutes les écuries, de voir tous les travers et tous les moments de joie, de pleurs et tout, de ces sportifs-là, je trouvais ça dingue. Et on retrouve la même chose dans la série de Michael Jordan, où on rentre vraiment dans cette légende-là et on comprend pourquoi il est devenu comme ça. Il y a aussi le programme Tiger King. Et c'est complètement dingue ce truc. On rentre dans l'intimité de ce mec-là, et qui est complètement fou et qui n'est pas du tout, qui ne fait pas partie de cette époque. En fait, on a l'impression qu'il vit dans une autre époque. Et j'aime bien avoir ce genre de programme-là où on va assez loin dans la vie des gens et on comprend pourquoi ils sont devenus aussi fous ou aussi talentueux, aussi forts. Voilà, c'est fini. On espère que ces documentaires vous fascineront autant qu'ils ont passionné notre invité Jade. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en aurez pensé lorsque vous les aurez regardés. On se retrouve dès la semaine prochaine avec un prochain épisode de To Doom. Et d'ici là, bon visionnage sur Netflix. Salut! Vous pouvez retrouver ce podcast sur AudioNao, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.